Dès le IIe siècle après Jésus-Christ, Apulée raconte l'histoire d'un homme changé en âne. Au cœur de son roman foisonnant et fantasque, il intègre le récit des amours de Cupidon et Psyché. La jeune fille, belle comme le jour, se voit contrainte d'épouser un monstre. La dite bête doit venir la chercher en volant, mais c'est un doux vent qui l'emporte vers un palais enchanté, où toutes les nuits, un homme dont elle ne peut voir le visage partage sa couche. Ce mystérieux inconnu va s'avérer être le dieu amour en personne. Une jeune fille séquestrée dans un château par un monstre qui cache un amant, nous avons là les éléments clés repris par des centaines de contes issus de toutes les cultures, retraçant l'histoire millénaire d'une belle et d'une bête. La Belle et la Bête. Il existe tellement de variantes et de versions à ce conte que ça en est vertigineux. La première version attestée, celle d'Apulée, propose donc l'histoire d'une jeune fille forcée d'épouser un monstre qui en fait n'en est pas un. Et ce conte-là est vieux de 2000 ans et a vu le jour sous l'Empire romain. Mais au fil des siècles, on a retrouvé ce type de conte dans à peu près tous les folklores. Je pense par exemple à un très joli conte norvégien connu sous le titre À l'Est du Soleil et à l'Ouest de la Lune, qui retrace avec beaucoup de poésie les amours entre une jeune fille et un prince changé en ours. Petite parenthèse, il est plus que courant de retrouver le même type de conte dans plusieurs cultures différentes. Quand on a commencé à retranscrire et répertorier tous les contes, on s'est très vite rendu compte que souvent les mêmes histoires revenaient d'une communauté à l'autre. Et les frères Grimm sont allés jusqu'à comparer les contes à un cristal brisé dont on pourrait toujours ramasser les fragments différents mais semblables dans l'herbe. Si cette question des différents types de contes récurrents vous intéresse, je vous invite à vous tourner du côté de Vladimir Propp et de sa morphologie du conte de fées. Ceci étant dit, revenons-en à la bête qui nous intéresse. L'œuvre qui a fait passer à la postérité notre conte déjà très populaire, c'est comme souvent le dessin animé de Disney qui apparaît sur les écrans en 1991. Si cette date reste charnière, l'histoire de La Belle et la Bête a néanmoins inspiré les auteurs et les réalisateurs bien avant et continue de le faire bien après. Parmi les œuvres notables, on recense le cultissime film de Jean Cocteau, celui plus récent et plus mitigé de Christopher Gans et toute une multitude de réécritures romanesques ou d'adaptations plus ou moins réussies. La grande majorité de ces œuvres, à l'instar du film de Cocteau, s'inspirent directement d'un conte français écrit en 1757 par Madame le Prince de Beaumont. Ce qu'on oublie souvent, c'est que l'auteur ne livre là qu'une version arrangée et abrégée d'un conte beaucoup plus long écrit 17 ans plus tôt par une certaine Gabrielle Suzanne de Villeneuve. Fort de ses 215 pages, le conte de Villeneuve propose une intrigue élargie où La Belle et la Bête ne sont pas les seuls actants, mais où une grande place est accordée à la famille des deux amants. Ce conte est en fait constitué de 4 récits imbriqués. Au moment où la bête reprend forme humaine, là où la plupart des versions postérieures s'arrêtent, Villeneuve fait intervenir la mère du prince et la bonne fée qui arrivent au château. On a alors droit à un récit du prince concernant son enfance et les raisons de sa transformation en bête. S'ensuit un débat assez houleux entre la reine-mère et les autres protagonistes parce que Belle n'est pas d'assez haute naissance pour épouser un prince. Mais la bonne fée révèle que Belle a en fait été adoptée et que, bonne surprise, elle est de sang royal. Se pointe alors au château le frère de la reine qui s'avère être en réalité le père de Belle, enfin le vrai père de Belle, et on a alors droit à un autre récit qui parle cette fois-ci des origines de Belle et donc de l'histoire d'amour entre ses parents. Pour faire court, grosso modo, son père est un roi, sa mère est une fée, d'ailleurs c'est la sœur de la bonne fée, et les deux n'ont pas le droit de s'aimer parce qu'ils sont des êtres de nature différente. Le Conseil des Fées s'empare de l'histoire et punit la mère de Belle en l'emprisonnant au royaume des fées et en lui interdisant tout contact avec le monde des humains pour lequel elle est déclarée morte. Pendant ce temps-là, une fée aigrie, d'ailleurs c'est la même fée qui va plus tard transformer le prince en bête, veut absolument tuer Belle, qui n'est encore qu'un bébé, parce que c'est la dernière héritière, c'est la seule héritière du royaume, et elle cherche à s'emparer du trône de son père. Pour la protéger, la bonne fée va elle aussi la faire passer pour morte et donc la confier à une famille de roturiers dans laquelle elle va être élevée. Retour à l'intrigue première, et à ce moment-là, c'est la mère de Belle, donc la fée emprisonnée, qui arrive au château et qui se met à raconter comment elle a fait pour s'échapper de sa prison magique où elle était enfermée depuis plus d'une vingtaine d'années. Après tout ça, les amants peuvent enfin se marier.
Vous l'aurez compris, cette version est beaucoup plus complexe que toutes les autres, notamment dans sa structure qui est construite d'une telle manière qu'on ne comprend tous les enjeux du texte qu'en ayant lu vraiment et en ayant en tête tous les récits différents. Si vous avez été attentif, vous aurez remarqué que La Belle et la Bête sont cousins et cousines. En effet, la complexité va jusque dans la généalogie des personnages et je me suis dit qu'un petit schéma s'imposait. J'ai l'impression que toutes les versions postérieures ne font que piocher dans ce matériau sans jamais exploiter toute l'entièreté de cette sorte de proto-version hyper complète. Néanmoins, toutes les versions, je dis bien toutes, sont liées par un certain nombre d'objets récurrents. Le plus célèbre d'entre eux étant évidemment la rose. Du moment qu'on montre une rose, on est tout de suite dans La Belle et la Bête. D'ailleurs, il m'a suffi de poster une image de mon dictionnaire avec le mot rose entouré dessus pour que vous sachiez assez rapidement que j'allais parler de La Belle et la Bête. C'est vrai que la rose se retrouve dans à peu près toutes les versions, chez Villeneuve, chez Madame la Prince de Beaumont et aussi dans le film de Christopher Gans. La Belle demande à son père qui part en voyage de lui ramener une rose et le bougre ne trouve rien de mieux à faire que d'aller la voler dans le palais de la Bête où il venait de passer une nuit. Le monstre, furieux de ce larcin, le menace de mort à moins que sa plus jeune fille vienne se sacrifier à sa place. Chez Disney, c'est cette fameuse rose sous cloche qui marque l'échéance fatale pour la Bête. Dans des adaptations nettement moins réussies comme le roman Sortilège ou le film qu'on en a tiré, la rose est aussi présente parce que le jeune homme balafré qui tient lieu de Bête construit des serres à rosiers sur le toit de son manoir. Mais pourquoi une rose? Pourquoi pas une tulipe ou une marguerite? Vous vous en doutez, la rose est une fleur bourrée de symboles. Outre la symbolique amoureuse qu'on lui attribue communément de nos jours, l'image de la rose fourmille de sens et un qui m'intéresse particulièrement, c'est celui de la régénération. Chez les Grecs, la rose est une fleur blanche à l'origine, mais le jour où Adonis, protégé d'Aphrodite, est frappé à mort, la déesse court vers lui, se pique sur les épines d'un rosier et son sang coule sur les fleurs qui détiennent de cet épisode leur couleur rouge. La rose est donc liée au sang et de ce fait à une certaine idée de régénération mystique, de renaissance. D'ailleurs, l'âne chez Apulée ne retrouve forme humaine qu'au moment où il mange une couronne de roses. La rose est donc rattachée à la Bête, c'est le signe de sa future renaissance, d'où l'intelligence de cette rose qui se meurt chez Disney. À partir du moment où elle sera fanée, il n'y aura plus de retour à l'état humain possible pour la Bête. Dans l'iconographie chrétienne, l'image de la rose se superpose à celle du Graal et donc à une certaine idée de rédemption. Et c'est vrai qu'on présente souvent l'état monstrueux de la Bête comme le châtiment suite à une faute et son retour à l'état humain serait alors une forme de rédemption. La rose, c'est également la rose des vents qui indique les points cardinaux. On a donc une idée de voyage derrière et c'est vrai que en tant qu'objet littéraire, la rose dans le conte représente l'élément déclencheur qui va amener les différents voyages initiatiques de l'histoire. Outre l'emblématique rose, on trouve d'autres objets qui se font écho d'une œuvre à l'autre, comme par exemple le miroir. C'est ce fameux miroir que la Bête offre à Belle chez Disney et qui lui permet de voir son père puis la Bête quand elle est séparée d'eux. Il est présent chez Cocteau et chez Christopher Gans, toute l'imagerie du reflet et du miroir apparaît quand Belle rêve et voit le passé de la Bête à travers des espèces de glaces. L'œuvre dans laquelle le miroir a le plus d'importance reste celle de Villeneuve, où cette fois-ci c'est la Bête qui a un miroir lui permettant d'espionner Belle quand il n'est pas auprès d'elle. Son palais est également doté d'un impressionnant jeu de miroirs qui offre à Belle la possibilité de voir des endroits où elle ne peut être présente puisqu'elle est confinée au palais. Vous aurez remarqué que tous ces miroirs ne montrent pas à la personne qui le regarde son propre reflet, mais bien l'image d'un tiers ou de quelque chose d'autre. Et selon moi, se concentrent là tous les enjeux profonds de ce conte, à savoir l'humain semble être défini par l'image qu'il renvoie en société et non pas par ce qu'il est vraiment. Ça va au-delà d'une simple question de beauté, puisque dans le conte de Villeneuve, le monstre, en plus d'être laid, doit paraître stupide. Et ça passe notamment par des phrases très courtes et répétitives, c'est-à-dire que tous les soirs, il vient voir Belle et il lui dit la même chose, à peu près les mêmes phrases, il n'a pas beaucoup de conversation. Il a donc l'air pas intelligent alors que le prince qui se cache derrière est un homme très cultivé et qui sait très bien parler, on s'en rend compte une fois qu'il prend la parole après être redevenu humain. On a là le postulat de départ de la plupart des gens. S'il paraît stupide, c'est qu'il est stupide, point. Heureusement, Belle va aller un petit peu plus loin que ça. Notre prince est donc changé en monstre. La fée aurait pu se contenter de le rendre très laid et très pauvre, ce qui aurait suffi à rebuter la plupart des filles, mais non, elle l'a changé en monstre et c'est évidemment pas anodin. Le monstre est par définition quelque chose d'hors norme, qui n'est pas conforme à la norme habituelle.
Et cette difformité est souvent représentée par l'assemblage d'êtres différents. La plupart des grands monstres sont construits de la sorte, ça va de la manticore jusqu'à Frankenstein. Chez Villeneuve, notre bête est décrite possédant une trompe, des écailles, des poils, des griffes, etc. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec les représentations très lisses qui en font une espèce de gros chat. Il est censé inspirer la terreur et l'effroi et pas nous donner envie de lui faire des gratouilles derrière les oreilles. Notre infortuné bête va donc cacher sa monstruosité au cœur de son palais et cet édifice va s'avérer être assez protéiforme d'une œuvre à l'autre. C'est un palais enchanteur chez Christopher Gans, un château un peu plus effrayant flanqué de gargouilles chez Disney et un manoir à l'ambiance plutôt glauque chez Cocteau. Il est un procédé assez courant en littérature qui consiste à faire d'une demeure la description à peine cachée du personnage qui y vit. Pour n'en citer qu'un, Balzac s'en sert beaucoup. Dans cet ordre d'idées, on va voir que les représentations des palais vont nous aider à comprendre comment les différentes œuvres se positionnent face à ce personnage de la bête. Dans le conte de Villeneuve et dans l'adaptation filmique de Christopher Gans, une grande part de l'histoire est accordée au passé de la bête. Et les deux palais vont s'avérer être somptueux. Les descriptions baroques de Villeneuve en font un endroit lumineux, rempli de magie, de fleurs, que Belle se plaît à explorer et à mon sens, Gans en donne une image à peu près similaire dans son film. Ces deux châteaux magnifiques vont être à l'image de ce qui se cache derrière la bête, à savoir un prince. Et du coup, une bonne partie des deux récits va servir à reconstruire cette image princière derrière la bête. A contrario, chez Disney, on évacue assez rapidement le passé de la bête à travers les vitraux du début. Le prince occupe très peu de place à l'écran face à cette bête absolument omniprésente. Le château va être à l'image de la bête, assez effrayant et assez sombre, et il ne va retrouver sa splendeur qu'à partir du moment où la bête retrouvera forme humaine, mais en définitive ça n'occupe que quelques secondes à l'écran. Pour revenir aux monstres de façon plus globale, ils sont traditionnellement des gardiens de trésors et bien souvent le héros doit prouver sa valeur en terrassant la bête pour atteindre le butin, qu'il soit matériel ou non. Pour moi, la beauté et la force de ce conte résident dans le fait que Belle ne doive pas tuer la bête pour réussir l'épreuve, mais au contraire l'aimer, ou du moins l'accepter selon les variantes. Dans certaines versions, Belle craint à un moment donné d'être mangée par la bête. Cette peur de la dévoration est une porte ouverte en termes d'analyse vers la symbolique de résurrection par l'avalement. En effet, ces monstres avaleurs sont bien souvent le signe d'une nécessité de régénération. Et on ne compte pas le nombre de héros avalés puis recrachés par des monstres qui sortent grandis de cette épreuve, Jonas et Pinocchio en tête de liste. Cet aspect monstrueux du prince représente l'ombre qui ne doit pas être vaincue mais qui doit être intériorisée comme une force. Marie-Louise von Franz souligne le déclin de l'ombre et donc le retour du prince à son physique premier au moment du triomphe de Belle. En définitive, cette force obscure n'est néfaste que lorsqu'elle n'est pas comprise. Assimilée par l'héroïne, l'ombre devient porteuse de lumière. Héroïne qui va également subir une transformation même si elle est un peu moins visible que celle de la bête. En effet, Belle va suivre tout un cheminement initiatique qui vont pousser la jeune fille parfaite qu'elle était à comprendre et à accepter le chaos et l'imperfection de la bête. Et cela passe notamment par une étape qui est reprise dans toutes les adaptations, c'est le retour chez le père. À un moment donné, quand Belle commence à s'attacher un petit peu à la bête, peu importe les raisons, elle retourne à chaque fois faire un séjour chez son père. Ce retour vers son père dont elle était extrêmement proche est évidemment une façon de résoudre son Oedipe. Elle dit au revoir à ce père idéalisé et elle renonce à l'image paternelle comme lieu d'attente. En somme, elle accepte de grandir. Dans la version de Villeneuve, elle retourne au château de la bête après ce séjour grâce à un anneau magique qu'elle doit enfiler quand elle a envie de retourner au palais. Cette bague magique représente évidemment le mariage, mais aussi le sexe à remplir. Quand Belle choisit de retourner auprès de la bête, elle choisit de lui offrir sa main et aussi sa sexualité. Que ce soit le conte d'origine, les variantes folkloriques ou encore les adaptations, La Belle et la Bête va toujours au-delà d'une simple question de beauté. Certains analystes ont vu dans les deux personnages de la Belle et de la Bête la métaphore d'une seule et même personne. La visée de ce conte serait alors l'acceptation et l'intégration des irréductibles dichotomies de l'être. C'est un récit indéniablement féminin. Si les adaptations modernes ont tendance à rajouter des rôles masculins un peu plus forts, toutes les figures masculines dans le conte d'origine sont assez passives, à l'inverse des femmes qui ont toutes des rôles décisifs et très forts. Marie-Louise von Franz élabore la théorie selon laquelle le récit d'une même histoire serait différent s'il était fait par un homme ou par une femme. J'avoue ne pas avoir réussi à me faire une vraie opinion sur cette question concernant La Belle et la Bête, à savoir si les différences entre le conte d'origine et les adaptations modernes étaient dues au fait que
le conte était écrit par une femme et que la plupart des films sur La Belle et la Bête ont été réalisés par des hommes. Je ne sais pas, je vous laisse la parole en commentaire. En ce qui me concerne, j'ai tendance à lire La Belle et la Bête comme un plaidoyer pour la tolérance, pour l'abnégation et pour le sacrifice. Je trouve que le dessin animé Disney retranscrit extrêmement bien cet impératif de correspondre à une norme sous peine d'être exclu de la société. On voit comment le personnage de Gaston, qui est absolument odieux mais plutôt charismatique et qui correspond à la norme en vigueur, est adulé par tout le monde alors que des personnages comme Belle, son père ou la Bête sont différents et du coup sont bannis de la société tout simplement. Inutile de préciser que je ne donne là que quelques pistes d'interprétation sans explorer toute la richesse analytique de ce conte millénaire qui est de loin mon préféré. Vous aurez remarqué que je ne parle pas beaucoup du conte de Madame le Prince de Beaumont, tout simplement parce que je le trouve moins intéressant que celui de Villeneuve. Somme toute, il ne fait que raccourcir l'histoire et rajouter des allusions religieuses là où il n'y en avait pas dans le texte d'origine. La version de Villeneuve donc me plaît beaucoup par sa complexité et par le fait qu'elle soit extrêmement complète sur la vie des personnages. J'aime beaucoup la digression à propos des parents de Belle qui constitue un très joli conte à l'intérieur du conte. J'adore aussi tout le développement autour du monde des fées et de leur hiérarchie. Je trouve qu'on pourrait écrire un roman à partir de ça. C'est un conte que je vous conseille vivement d'aller découvrir si ce n'est pas déjà fait. Pour une fois, je trouve que le Disney sait jouer de ces différences avec la version d'origine pour créer de nouveaux sens. Et c'est pour ça que c'est un dessin animé que je trouve très réussi et c'est peut-être mon Disney préféré. J'ai moins aimé le film de Christopher Gans, je l'ai trouvé visuellement somptueux, mais j'en attendais tellement que les incohérences et les quelques ajouts superflus m'ont plutôt rebuté. Je n'ai pas accroché, néanmoins il y a quelque chose dans ce film qui me rappelle l'ambiance et l'univers développés dans le conte de Villeneuve, et pour ça il mérite sa place dans cette vidéo. Côté littérature moderne, il existe tellement de réécritures, notamment à travers d'excellentes reprises de figures comme dans Sorceleur ou Tara Duncan, que je ne pourrais en parler ici. Je vais donc m'attarder sur un petit livre auquel on ne pense pas souvent qui est écrit par François Mauriac, c'est Le baiser aux lépreux. C'est l'histoire de Jean Pellouer, un jeune homme absolument hideux qui se marie avec Noémie, une jeune fille plutôt jolie qui est absolument dégoûtée par l'aspect physique de son mari et qui se laisse dépérir quand elle est en sa présence. Je vous en dis pas plus pour le déroulement de l'histoire, c'est pas un roman qui a été inspiré directement par le conte, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de prince et il n'y a pas de dénouement à La Belle et la Bête, mais pour moi c'est un roman qui traite à peu près des mêmes thématiques, à savoir le rapport à la norme, le rapport au monstrueux, à la difformité, à la différence et aussi la tolérance, l'acceptation, le sacrifice, etc. C'est une lecture qui m'a beaucoup plu et que je vous conseille si le sujet vous intéresse. Avant de clore cette vidéo, je tenais à vous indiquer que la rose magique qui se trouve derrière moi a été réalisée par les mains d'Alex. Je le remercie pour ça. Il a fait ça à partir d'un tutoriel posté sur le blog La Parenthèse Imaginaire qui est peut-être mon blog préféré. Je vous invite donc à aller le découvrir et je vous mets le lien en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager, ça me ferait extrêmement plaisir. J'en profite pour remercier une nouvelle fois tous les gens qui ont pris le temps de commenter mes précédentes vidéos. Vous n'imaginez pas à quel point vous me faites chaud au cœur. Je vous mets en barre d'infos toutes les références concernant les articles et les livres qui m'ont servi à préparer cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux et surtout sur le blog où je vous attends nombreux. Et il est temps pour moi de vous dire encore merci et à bientôt.